Bonjour à tous, merci pour votre présence à notre webinar. Bonjour Alex, bonjour Sylvain. Bonjour tout le monde. Bonjour. J'espère que vous nous entendez bien, j'espère que vous voyez bien également les slides. Si vous pouviez simplement le confirmer dans le chat, parfaitement, super. Merci Quentin, merci à tous. On va commencer doucement justement sur ce sujet avec une petite introduction, le temps que les derniers retardataires nous rejoignent. Donc aujourd'hui, le sujet qui nous rassemble, c'est l'IA générative et notamment lorsqu'on l'implémente, lorsqu'on le met en place au sein d'une entreprise, finalement, comment est-ce que les utilisateurs finaux vont réagir par rapport à ça et de quelle manière instaurer un petit peu un cadre de gouvernance autour de l'IA générative. Et on illustrera également avec un exemple concret qui permettra à tout le monde de pouvoir se projeter un petit peu dans ce type de projet. Très rapidement, donc ce webinaire s'inscrit dans une série de ressources qu'on met à disposition sur notre site internet. Vous retrouvez des livres blancs, des articles, des replays de tables rondes, ainsi qu'une programmation de prochains événements qui se dérouleront dans les prochaines semaines. Synapsys, donc nous sommes une société de services spécialisée dans la transformation des infrastructures informatiques. Donc on a un certain nombre d'expertises autour de plusieurs domaines comme l'IA, la data, la cybersécurité, le modern workplace, le cloud, le DevOps. Donc on accompagne un certain nombre d'entreprises, des grandes ou des moyennes entreprises dans leur transformation numérique. Donc, on est présent à Lille, à Lyon et à Paris en France, ainsi qu'à Kuala Lumpur à l'international. Donc, 180 consultants, 12 années d'existence, pardon. Donc, voilà, n'hésitez pas effectivement à nous solliciter si vous souhaitez en savoir plus sur la manière dont on peut vous accompagner. Merci à tous. Donc, ce webinaire se veut interactif, donc n'hésitez pas à poser vos questions tout au long de la session sur le chat. On y répondra soit à l'écrit ou à l'oral. L'objectif, c'est vraiment de pouvoir aujourd'hui répondre à vos interrogations. J'ai le plaisir d'être aujourd'hui donc avec Alex et Sylvain à ce webinaire. Je vous laisse vous présenter. Alex, je te laisse la main. Moi, je suis Alex Penou, je suis cofondateur d'Humeros. On est une entreprise spécialisée dans l'intégration de l'IA générative, donc toutes les IA de la famille ChatGPT, euh, et génération d'images dans les entreprises. On a travaillé avec quelques gros clients que vous connaissez sûrement, l'État français, notamment avec le Conseil d'État, des clients comme GDF, comme Kiabi avec les cellules d'innovation. Et on travaille aussi avec d'autres clients qui sont moins connus ou beaucoup plus sectoriels. Et on a travaillé sur ce live avec Synapsys pour pouvoir compléter vraiment les expériences de chacune des entreprises. À titre personnel, moi j'ai fait 10 ans dans la tech, d'abord en développeur, en intégrant des systèmes IA pour faire des applications, en gérant et manageant des équipes dans des petites PME, et en formation d'équipe pour d'autres entreprises sur tous les corps de métier, des équipes de direction aux fonctions support, en passant par les commerciaux ou les métiers de communication. Merci Alex. Donc moi je suis Sylvain Mousseau, je suis manager de transition et directeur de projet. Donc j'ai un peu plus de 30 ans d'expérience dans l'IT. J'ai aussi couvert un spectre assez large de métiers. Plus récemment, dans les 15 dernières années, je me suis concentré sur le conseil et tout ce qui est transformation, optimisation des systèmes d'information, conduite du changement et amélioration continue. Et depuis plus de 10 ans chez Synapsys. Exactement. Donc, merci à tous les deux. Effectivement, on va démarrer la session, pardon. Donc, encore une fois, n'hésitez pas à poser vos questions dans le chat. On pourra y répondre tout au long de la session. Sylvain, je te laisse démarrer. Oui. Donc nous avons voulu aborder cette présentation en vous rappelant un peu les défis, les enjeux de l'intégration de l'intelligence artificielle en entreprise. Donc l'intelligence artificielle, on verra plus loin, c'est un outil assez puissant, assez riche, qui permet de couvrir un certain nombre d'enjeux stratégiques et opérationnels. Notamment aujourd'hui, les entreprises, les systèmes d'information ont besoin d'évoluer et d'être réactifs de plus en plus rapidement. Donc il y a une compétition accrue sur les différents sujets d'innovation et de transformation pour lesquels l'intelligence artificielle peut être un bon outil pour y répondre.
Cela induit un certain nombre d'impacts. Donc, l'intelligence artificielle, pour sa mise en place, il y a des impacts financiers, ça peut avoir des coûts, des impacts de sécurité aussi, nous aborderons aussi, de conformité réglementaire notamment. Et l'IA, pour fonctionner, a besoin d'un certain nombre de puissance. Donc, il y a des questions aussi de consommation d'énergie, tout ce qui est environnemental et autour du RSE à se poser. Et côté conduite du changement, donc nous le verrons également, l'IA et l'IA générative a nécessité un accompagnement particulier, spécifique, des besoins en communication, formation des équipes IT et des collaborateurs, pour bien les driver et limiter au plus les sources de résistance ou réticence au changement que cela induit. Quels sont les risques? Alors, quels sont les risques de la mise en place de l'IA générative et du Shadow IT? On parle même de Shadow AI, c'est-à-dire le fait que les utilisateurs utilisent les différents outils d'IA qu'ils connaissent, qu'ils maîtrisent dans le cadre de l'entreprise de manière non contrôlée. Donc, différents aspects. Donc, l'utilisation de l'IA générative peut entraîner des cyberattaques et des pertes de données confidentielles par le partage involontaire de données avec les outils externes. Voilà, il est facile depuis un chat GPT grand public, par exemple, de faire des copies d'écran, puis de partager ça sans qu'il y ait forcément de contrôle. Ça pose des problématiques aussi de propriété intellectuelle et donc de violation de droits d'auteur. Alors, dans le cadre de l'entreprise, c'est l'entreprise qui est responsable dans ce cas-là, qui peut avoir des pénalités si on utilise des contenus non libres de droit. Parce que l'IA, en fait, le principe, c'est qu'on va aller adresser un certain nombre de données, de bases de données très, très larges. Et si c'est pas bien contrôlé, on pourrait très bien, les collaborateurs, utiliser des images ou d'autres contenus qui ne sont pas libres de droit. Les autres risques de l'IA générative et l'utilisation du Shadow IT, c'est une non-conformité réglementaire. Donc, on pourrait très bien arriver à des problématiques de violation des normes de protection des données personnelles, RGPD, ou d'autres conformités réglementaires qui, via un usage détourné, ne seraient plus respectées dans le cadre de l'entreprise. Une particularité de l'IA aussi, c'est que les résultats peuvent être manipulés par ce qu'on appelle l'empoisonnement de données, c'est-à-dire que si on n'utilise pas des modèles ou des données qui sont bien contrôlées, dont la qualité est vérifiée, approuvée, les collaborateurs ou d'autres organismes malveillants pourraient enrichir les modèles avec des données erronées, et ce qui induirait des résultats non voulus. Et aussi, donc, l'IA utilise des prompts. Et le prompt, c'est le fait de pouvoir, en langage naturel notamment, exposer sa question pour que l'IA y réponde. Et il pourrait très bien aussi injecter des prompts malveillants si on n'a pas bien cloisonné tout le système. Les autres risques sont aussi des risques éthiques et qui pourraient nuire à la réputation de l'entreprise. Notamment, on pourrait très bien, via l'IA générative, générer des contenus biaisés ou offensants, sous différents axes qui ne seraient pas conformes aux règles éthiques. Et enfin, le dernier point, qui couvre aussi les aspects stratégiques dont on a parlé, c'est une perte de compétitivité. Donc, c'est une mauvaise idée de brider complètement les utilisateurs et les collaborateurs en leur interdisant complètement d'utiliser de l'IA dans le cadre de l'entreprise, parce que les utilisateurs arriveront toujours à se débrouiller, et en plus ça peut les brider, ça peut faire baisser la culture de l'innovation, et dans un contexte très, très compétitif, c'est jamais bon. Si on bride dans une entreprise, les autres concurrents risquent de nous dépasser en ayant mis en place l'IA de manière contrôlée. Au-delà des risques, donc l'IA générative, pourquoi faire? Donc il y a deux aspects qu'on a voulu évoquer, tout ce qui est gain de productivité et optimisation des processus. Donc l'IA générative, en fait, ça permet, en manipulant des volumes de données très, très importants, qu'on ne pourrait pas traiter, je dirais, à l'échelle humaine, pour des tâches récurrentes ou des tâches chronophages,
de les optimiser de façon à gagner des gains de productivité et optimiser aussi les processus de décision. Donc il y a différents aspects, il y a les aspects automatisation, les aspects collaboration, prise de décision et des aspects plutôt qualitatifs. Pour vous donner des exemples concrets, on peut utiliser l'IA générative, par exemple, comme générateur de contenu, lui demander de créer des documents pour nous, des comptes rendus. Voilà, ça c'est de plus en plus dans des outils collaboratifs du marché. Et ensuite, on n'a plus qu'à refaire une passe pour contrôler, bien sûr, parce que l'idée, c'est pas de laisser la main complètement à l'IA, hein, quels que soient les sujets. Il faut toujours une dernière validation, une vérification humaine, même si on a mis en place des dispositifs contrôlés pour s'assurer que le résultat est bien conforme. En termes d'automatisation, pour avoir d'autres gains de productivité, donc on est tous dans nos emails au quotidien un petit peu débordés, on en reçoit un peu dans tous les sens, donc même si les outils de messagerie ont déjà un certain nombre de filtres ou de choses, pour cela, on peut aussi utiliser l'IA générative pour générer des réponses automatiques, au moins les préparer, et ensuite on n'a plus qu'à y retoucher avant d'envoyer le mail, et ça peut être un gain de temps assez important. De la même manière, pour tout ce qui est usage du calendrier, des agendas, on peut mettre en place de la planification intelligente, en tenant compte d'un certain nombre de contraintes qu'on aura données à l'IA pour que ça nous aide à avoir un agenda plus étoffé possible. Enfin, toujours en termes de gain de productivité et d'optimisation, on peut optimiser les flux de travail. Donc, on a souvent des tâches récurrentes, des tâches même parfois redondantes. Donc, on peut utiliser l'IA pour nous aider à fluidifier un petit peu tout ça, automatiser les processus, gérer plus automatiquement les tâches, et ça peut aussi faciliter l'intégration entre les applications. Voilà pour l'aspect automatisation. Pour l'aspect collaboration, donc en termes de documentation, donc gestion du référentiel documentaire, on peut demander à l'IA de nous suggérer, donc IRT, donc in real time, donc en temps réel, de la gestion documentaire. Typiquement, on a tous, dans nos différentes expériences, eu du mal avec tout ce qui est les différentes versions des différents documents, quelle est la bonne version, qu'est-ce que je dois mettre à jour. Donc l'IA, en lui donnant un certain nombre de règles, on peut aussi lui demander de nous aider pour ça, pour avoir une documentation toujours à jour avec des révisions automatiques, des suggestions d'amélioration qui peuvent nous faire gagner du temps. En termes de communication, donc on le voit déjà sur le marché, il y a des outils grand public qui nous font des synthèses des conversations ou des résumés des emails. On peut aussi demander à l'IA de nous aider côté rédaction pour proposer des communications qu'on n'a plus qu'à finaliser. Et en termes de gestion de projet aussi sur la collaboration, donc il peut y avoir un suivi automatique du projet, une gestion des tâches ou des tableaux de bord, des reportings qui sont souvent aussi chronophages, l'avancement des projets assez lourds à mettre en place, pour lesquels l'IA générative peut nous aider. L'IA générative, il faut voir ça aussi comme un outil d'aide à la prise de décision. Donc, pour prendre des décisions, on a besoin d'analyser des données, donc les données actuelles, mais aussi de pouvoir se projeter. Donc là-dessus, c'est ce qu'on appelle l'analyse prédictive, donc qui permet à l'IA, sur la base de tout ce qu'on lui a fait digérer au niveau de l'existant, de l'actuel, de pouvoir nous aider à nous projeter dans 3 à 6 mois ou plus loin pour mettre en place des rapports automatisés, visualiser les données de manière synthétique, toujours dans un esprit de gain de temps. En termes de synthèse d'informations, on peut aussi demander à l'IA, et c'est là toute la puissance, le gain de temps qu'on peut avoir, d'analyser un certain nombre de données, de documentation pour nous en faire la synthèse et nous suggérer aussi des contenus, des synthèses à partir de différents documents. Et enfin, en termes de conformité, donc parfois les règles à respecter en termes de conformité sont complexes. Lorsqu'on reçoit différents documents contractuels ou lorsqu'on en produit, il y a un certain nombre de règles à respecter. Et là aussi, l'IA générative peut nous aider à gagner du temps. Et enfin, la dernière partie, c'est plus utiliser l'IA générative en tant que correcteur d'erreurs ou optimiser tout ce qui est qualité. Donc, c'est plus un aspect qualitatif que quantitatif. Donc, on peut utiliser l'IA pour nous aider dans la relecture ou la correction de documents ou même de données incohérentes. Tout ce qui est standardisation, c'est-à-dire
Parfois, dans les équipes, on peut avoir des réponses différentes en fonction de la personne qui traite le sujet. Là, l'IA peut nous aider aussi à standardiser tout ça, avoir une uniformisation des différentes réponses. Et enfin, en termes de formation et d'adaptation, une des puissances de l'IA générative, c'est aussi de proposer des suggestions de personnalisation des formations, parce qu'on a tous eu des formations qui pouvaient être intéressantes, mais pas forcément personnalisées. Le collaborateur ne se sent pas forcément très porté, et ensuite les formations ne sont pas toujours mises en pratique. Alors avec une IA qui suggère des formations personnalisées en fonction du profil et des besoins du stagiaire, on voit là la puissance assez importante qu'on peut en dégager. Voilà, donc nous voyons là que l'IA peut servir à beaucoup de choses, presque trop de choses, et on ne va pas pouvoir tout mettre en place, quels que soient les moyens, en même temps. Il va falloir faire des choix. Donc, pour vous y aider, on vous propose une feuille de route de la mise en place de l'IA générative en limitant le shadow AI, le shadow IT. Donc, c'est une feuille de route dont les premières étapes sont plutôt classiques et on va les dérouler. Donc, c'est une feuille de route, donc c'est pas forcément un plan projet dans le sens où chacune des grandes étapes doivent être faites dans l'ordre. Il y en a certaines qui peuvent être parallélisées ou qui doivent être faites en continu tout au long du projet, et je vous le préciserai dans ce cas-là. Donc, bien sûr, on va commencer par évaluer les besoins et les objectifs, c'est-à-dire qu'est-ce que vous voulez faire, quels sont vos besoins spécifiques. Donc là, ça va permettre de filtrer un petit peu par rapport à tous les cas qu'on a vus avant, quels sont les objectifs stratégiques de l'entreprise, quels sont les gains de productivité ou les processus que vous souhaitez optimiser, sur lesquels vous estimez avoir un ROI le plus rapide possible. Donc voilà, bien définir déjà les besoins, les objectifs, qui serviront de ligne directrice, de guide pour la suite. La deuxième partie à faire ensuite, c'est mettre en place la gouvernance et la structure organisationnelle, c'est-à-dire mettre en place tout ce qu'il faut en termes de comité de pilotage, comité de suivi, pour s'assurer que le projet se déroule bien. Donc là-dessus, un point important spécifique autour de l'IA, c'est qu'il faut mettre en place des comités avec toutes les parties prenantes. Et lorsque je parle de parties prenantes, ce n'est pas que l'IT. Donc c'est au sein de l'IT, donc des métiers bien spécifiques, mais c'est aussi des équipes pluridisciplinaires, donc des ingénieurs IT, des experts sécurité, mais aussi des data scientists, voilà, qui sont à la frontière entre les équipes data innovation et les équipes IT, et aussi surtout beaucoup le métier, bien impliquer le métier, alors pas que en tant qu'utilisateur final, mais bien en tant qu'acteur du projet, et nous verrons pourquoi un petit peu plus tard. En termes de formation et d'acculturation, donc là, c'est une étape qui est assez importante parce que ça va aussi nous guider sur la suite. Donc, bien former les collaborateurs, soit techniques, soit de l'IT technique ou des utilisateurs sur des connaissances plus générales, mais aux bonnes pratiques de l'IA générative, de façon à mettre en place une culture de l'innovation et de ce qu'on appelle l'expérimentation contrôlée pour avoir une bonne adoption de l'IA générative. Ensuite arrive l'étape de développement et de déploiement des modèles. Donc le principe d'une IA générative, c'est qu'on lui demande d'ingérer un certain nombre de données assez volumineuses et de simuler une réponse. Et de manière itérative, on va vérifier que la réponse qui est apportée est correcte. Et au fur et à mesure, on va enrichir et étoffer les modèles de façon à ce que, au final, après plusieurs itérations, à la fois les données et les modèles d'IA utilisés correspondent exactement aux résultats qu'on avait escomptés. Donc pour ça, bien sûr, ça nécessite de mettre en place des méthodes agiles, avec du DevOps ou autre, de type prototypage, test et itération rapide, dans lesquelles il y aura les équipes IT et aussi les équipes métiers impliquées pour faire les retours terrain. Et via itération successive, on arrivera petit à petit au résultat final. Donc vous comprenez par là que mettre en place des modèles d'IA très, très efficients, assez puissants, voilà, c'est pas un projet de 2 ou 3 mois, ça peut être assez long en fonction de ce qu'on souhaite faire, le temps de faire toutes les itérations et d'arriver à un modèle optimum. Alors ça peut nécessiter du coup, en termes de développement et de déploiement des modèles, d'avoir une infrastructure robuste, surtout si vous faites tout dans des infrastructures chez vous. Voilà, il faut des machines assez puissantes en termes de puissance de calcul et l'utilisation d'outils de MLOps. Donc MLOps, c'est du machine learning, donc ça permet d'optimiser le déploiement et la maintenance des différents modèles. Donc c'est un outil
très utile dans ce cadre-là. En termes de sécurité et conformité, il va être nécessaire de mettre en place des mesures de protection des données. Donc là, ça peut commencer dès la structure, dès la gouvernance mise en place. C'est pas forcément à faire après les développements, ça peut se faire en parallèle des développements. Voilà, mettre en place des mesures de protection des données. Et comme on l'a vu, pour pas que les données soient corrompues et erronées, et des modèles d'IA aussi, il faut que les modèles ne soient pas modifiables, bien vérifier les contrôles d'accès, surtout s'il y a des accès externes, et mettre en place des audits réguliers de façon à ce qu'on s'assure que tout ça est bien en place. Et côté conformité, donc il faudra mettre en place des processus particuliers pour bien s'assurer que voilà, les différentes réglementations RGPD ou l'éthique soient respectées. Côté suivi et optimisation, donc une fois les objectifs de l'entreprise bien définis et le périmètre clarifié sur ce qu'on souhaite faire avec l'IA générative, on va mettre en place des KPI, donc des indicateurs clés, de façon à mesurer que le projet avance bien conformément aux attentes et à la stratégie de l'entreprise, à la fois des KPI techniques et des KPI métiers, voilà, pour couvrir tout le spectre. Et donc là, ce suivi, cette optimisation, c'est quelque chose qu'on fait aussi de manière continue. Voilà, on optimise de manière continue à la fois les modèles et les processus jusqu'à aboutir aux résultats escomptés. En termes d'accompagnement au changement, donc ça nécessite une conduite du changement spécifique, avec une communication régulière avec les différentes parties prenantes, comme on l'a déjà dit, en impliquant bien les métiers pour avoir les retours terrain. Donc, on va mettre en place différents modèles, on va demander aux utilisateurs finaux de les utiliser et surtout de nous faire un retour sur le résultat, est-ce qu'il est conforme ou pas. Et donc, il y a tout un tas de mécanismes pour ça qui existent. Et l'intérêt de l'IA, c'est que de par ces retours, ça va aller enrichir les modèles qui vont être optimisés au fur et à mesure. Et la fois suivante, pour la même question, il y répondra de manière plus précise. En termes de conduite du changement, il faut aussi bien accompagner les utilisateurs dans la transition vers l'utilisation de l'IA générative, parce que c'est quelque chose de nouveau pour eux, en entreprise en tout cas, même si c'est de plus en plus généralisé, l'utilisation des différents outils comme ChatGPT, le Mistral ou autres dans le grand public. Voilà, l'idée, c'est aussi de remettre ça dans le contexte de l'entreprise et de les accompagner pour avoir une utilisation avertie de ces nouveaux outils. Et le dernier point, spécifique à la prévention du shadow IT, même si tous les points précédents y ont concouru, c'est de mettre en place un contrôle et une supervision pour éviter l'utilisation non autorisée d'outils IA. L'idée, c'est de mettre en place tout un tas de choses, de processus, d'outils, de systèmes pour que les utilisateurs utilisent l'IA mis à disposition par l'entreprise. Du coup, il va falloir vérifier qu'il n'y a pas des moyens détournés, quand c'est possible, d'utiliser d'autres IA que celles qu'on a souhaitées. Donc, pour cela, il faut encourager l'innovation contrôlée via la mise en place d'espaces dédiés, supervisés, c'est-à-dire ça permettra de l'expérimentation, de l'entraînement pour les utilisateurs. Et l'idée de fond, c'est de se dire que si, de toute façon, l'utilisateur, ils ont besoin de travailler côté métier, si l'IT, si la DSI ne met pas à leur disposition un certain nombre de moyens, on l'a déjà vécu en dehors de l'IA, ils trouveront toujours un moyen pour produire, faire leur métier, produire ce qui leur est demandé. Donc l'idée, c'est d'encourager l'utilisation de l'innovation via l'outil d'IA qu'on aura mis en place pour éviter qu'il passe par des moyens détournés. Ensuite, nous allons aborder un certain nombre d'angles différents. Donc, pour l'IA générative et le shadow IT, donc il y a un angle humain et une adoption. Donc, on en a déjà parlé. Donc, ChatGPT, bon, pour citer celui-ci, mais il y en a d'autres, c'est le plus connu. Donc, c'est un peu une adoption bottom-up, c'est-à-dire que d'habitude, dans le déroulement des projets informatiques, on est plus dans une approche top-down, c'est-à-dire on définit un projet, un contexte, et puis au fur et à mesure, on le construit. Là, on part vraiment d'une masse de données, d'une masse de documents très, très élargie, et puis on construit dans l'autre sens, donc de la base vers le résultat final. Donc ça, c'est quelque chose d'un peu inhabituel
dans le déroulement des projets. Donc les collaborateurs ont pris des réflexes sur leur compte personnel, qui en plus est gratuit, qui n'est pas forcément sécurisé. Hein. Donc c'est toujours le compromis, l'équilibre à bien trouver entre j'utilise mon environnement personnel qui à notre époque est souvent plus avancé, plus riche que ce qu'on peut trouver en entreprise. Ils ont du mal à comprendre que ils puissent pas faire la même chose dans le monde de l'entreprise. Donc il va falloir bien les guider, les accompagner. Donc la solution, ça passera par un discours clair notamment, plutôt des interdictions brutales, voilà, leur donner des outils qui répondent bien à leurs besoins. Exactement. Et même sur un point de vue plus sécurité et conformité, on a aussi une approche qui est beaucoup plus compliquée à borner aujourd'hui, parce qu'on peut avoir de la fuite qui est possible par de nombreux médiums. Nous, lorsqu'on observe aussi en entreprise, c'est que on se rend compte qu'il y a des personnes qui n'ont pas accès à ChatGPT directement parce que c'est bloqué par le pare-feu, mais qui du coup se retrouvent avec leur téléphone, à prendre en photo ce qu'il y a dans leur écran, demander à ChatGPT de traiter l'information et qui vont du coup utiliser des portes détournées, des portes dérobées qui sont très difficiles à capter. Là où avec d'autres technologies, on avait plus souvent un parfait pouvait suffire. Là, ils l'ont directement sur leur téléphone, ils peuvent faire des photos, ils peuvent faire des messages vocaux aussi pendant une pause pour aller traiter des données de l'entreprise et des données confidentielles. Et aussi par rapport à peut-être d'autres technologies et d'autres outils, ce qui est important pour ces entreprises, c'est la donnée. Et en fait, quand on utilise des outils gratuits, quand on utilise des outils personnels avec des données d'entreprise, les données sont utilisées de manière quasi systématique, presque mécanique, à des fins de réentraînement pour leur modèle. Donc ça veut dire qu'une fuite de données sur ce genre de système, c'est pas la même chose que quelqu'un qui va utiliser une petite équipe qui va commencer à utiliser Slack ou Notion sans prévenir la DSI. Ça peut vraiment avoir des impacts qui sont considérables et très importants sur tous les risques que Sylvain a évoqués avant. Donc, et aussi, ce qu'il faut garder à l'esprit, c'est que même quand on va contractualiser avec des outils, il va falloir être vigilant au paramétrage et aux clauses contractuelles sur les données qu'on va traiter et ce que l'entreprise avec laquelle on traite va faire de nos données. Donc l'idée ici, c'est qu'on a travaillé un cas d'usage avec une problématique d'impression. Donc on va avoir une personne qui a un problème d'impression et qui du coup va essayer de trouver des solutions plus ou moins adaptées pour traiter son problème en passant par le support, en passant par les portes dérobées. Vous allez voir tout ça sur la prochaine slide. L'idée, c'est on se projette dans un cas qui est anonyme mais qui ressemble grandement à des cas que nous, on a pu observer en entreprise. C'est, on va avoir Maxime qui va avoir un problème d'impression urgent, donc il va essayer d'imprimer, et en fait, ça ne fonctionne pas. Comme il n'arrive pas à imprimer, il va aller sur les services de self-care et la documentation de sa DSI pour voir s'il peut avoir une solution, s'il peut régler son problème, qui est potentiellement de nouvelles imprimantes qui ont été installées, le logiciel qui n'est pas à jour, ses accès. Plein d'opportunités et plein de possibilités qui peuvent s'ouvrir face à ce problème. Et en fait, il n'arrive pas à trouver sa solution rapidement. Il a l'habitude d'utiliser ChatGPT en perso, donc il va sur ChatGPT. Il va copier-coller les logs d'erreurs qu'il va recevoir, les identifiants qu'il va recevoir. Et en fait, là, on se retrouve avec un accident critique parce que potentiellement, il va copier-coller un log où on voit son identifiant, son mot de passe, des IP protégés de l'entreprise, des zones d'accès au réseau interne de l'entreprise. Et comme je vous l'ai dit juste avant, les données qui sont sur un compte ChatGPT, mais ça pourrait être d'autres, gratuits, sont réutilisées à des fins d'entraînement. Donc ça veut dire que demain, des gens qui vont poser, alors pas demain au sens propre, mais demain au sens figuré, sous un trimestre, un semestre après un réentraînement, les gens qui vont poser des questions sur quelles sont les adresses IP des imprimantes de n'importe quelle société, vont potentiellement avoir des adresses IP cohérentes, des identifiants cohérents qui vont créer une grosse brèche dans vos systèmes d'information. Et donc on voit qu'on part d'un incident qui a l'air simple et banal au début, mais dès qu'on intègre de l'IA générative et du Chat IT, peut avoir des répercussions potentielles très grandes.
Oui, donc en termes de shadow IT et de fuite de données, voilà, on vient de l'évoquer, on peut se retrouver avec des données personnelles dans d'autres services. Euh, voilà, on parle de la RGPD, mais aussi des données confidentielles, des fuites de sécurité, ou aussi des problématiques au niveau financier. Donc, pour ça, on peut mettre en place une infrastructure encadrée, une charte d'usage de l'IA et de la formation qui aurait pu éviter ce comportement. Souvent, voilà, les utilisateurs essayent de se débrouiller, et ils n'ont pas été informés ou ils n'ont pas lu les informations. Donc, on va vous expliquer comment mettre en place tout ce qu'il faut pour limiter tout ça. Exactement. Et en fait, comme les utilisateurs, ils pensent pas mal faire, ils essayent juste de résoudre une problématique par rapport à une urgence qu'ils ont au quotidien, on peut vite avoir des problèmes sécuritaires sur les informations qui leur sont remontées. Ils n'ont pas forcément, aussi, s'ils n'ont pas la bonne formation autour des risques, des informations qui vont copier-coller dans un système d'IA, de savoir si une adresse IP c'est sensible, si un identifiant c'est sensible, quand on a une personne aux ressources humaines qui veut juste imprimer les CV qu'elle a reçus et qui copie-colle des informations techniques, elle n'a pas de connaissance et de compréhension des risques auxquels on s'expose. Parce que quand on arrive sur des IA type ChatGPT, ça a l'air quand même assez innocent et sécurisé au premier abord. On se dit que c'est des entreprises qui ont énormément d'utilisateurs, qui traitent avec des grands groupes. On ne s'imagine pas que quand on est sur un outil public et gratuit, nos données vont être réutilisées de manière quasi systématique à des fins d'amélioration des modèles, et encore moins que ce qu'on dit à ChatGPT discrètement pendant un chat peut se retrouver sur tout Internet et qu'il peut répondre en divulguant les informations à potentiellement d'autres utilisateurs. Donc c'est vraiment pour ça que c'est vraiment important de travailler avec des licences entreprises, peu importe l'éditeur avec lequel vous développez ces licences entreprises, pour encadrer cet usage, ou ne serait-ce que d'avoir des politiques d'accès qui soient encadrées, qui soient éveillées et qui permettent aux utilisateurs de ne pas mettre en péril l'organisation malencontreusement. Donc là, on continue notre cas d'usage. Il a envoyé sur ChatGPT, ça n'a pas fonctionné, mais on a quand même eu notre brèche de sécurité. Mais du coup, il va ouvrir un ticket. Il va tomber sur un technicien qui sont souvent sous pression, qui sont souvent débordés. Et ce technicien, il va avoir potentiellement une documentation obsolète. Si on reprend le cas d'usage qui est qu'on a installé de nouvelles imprimantes dans l'entreprise et sur un nouveau réseau, des nouveaux logiciels, potentiellement le fabricant nous a envoyé la documentation ou n'a pas eu le temps de nous envoyer la documentation, n'a pas eu le temps de la remettre et de former les techniciens dessus. Ça va faire des allers-retours, ça va faire beaucoup de temps perdu, de la frustration pour tout le monde, à la fois pour le technicien qui va avoir du mal à dépiler sa to-do parce qu'il va avoir une documentation obsolète, un outil qui n'est pas adapté, et à la fois côté métier parce que pour gérer ces urgences, ça va être compliqué. Finalement, on arrive tant bien que mal à une résolution de ticket, mais le problème, c'est que quand on a eu autant de friction dans la résolution de ticket, c'est compliqué de repenser de manière systématique à mettre à jour la documentation qui n'était pas à jour, ou à résoudre les problèmes qui vont faire que demain, on ne sera pas exposé au même type de friction. Et en fait, chacun va repartir sur ses urgences. Et donc, on se retrouve avec une documentation qui est potentiellement éclatée et pas à jour, et un support qui est censé être expert et avoir tous les outils qui lui permettent de permettre à l'organisation d'évoluer sereinement, mais qui ne va pas avoir d'outils fiables ou qui va avoir des outils qui sont défaillants par manque de mise à jour. Et là, ce qu'on va aller voir, c'est comment on peut construire potentiellement un projet IA qui vient combler cette partie sur le support et qui, du coup, aurait un impact sur le Shadow IT parce que les équipes seraient mieux équipées. Parmi les solutions possibles, donc on en a déjà parlé, il faut vraiment encourager la collaboration entre les départements. Lorsqu'on parle de départements, c'est au-delà de la DSI pour éviter l'isolement de la DSI, éviter que les utilisateurs fassent les choses dans leur coin. Donc bien mettre en place une organisation spécifique de façon à ce qu'il y ait des points de rencontre ou des remontées,
de façon à ce que dès qu'un utilisateur a un besoin autour de l'IA, voilà, que la DSI soit au minimum informée et qu'on puisse voilà, proposer des modèles, les enrichir et bien accompagner. De façon à ce que la DSI reste en maîtrise et en supervision de tous les usages liés à l'IA générative pour limiter tous ces risques et notamment les fuites de données. Donc, typiquement, dans les outils qui auraient pu être mis en place, il y a ce qu'on appelle des RAG. Donc, RAG, c'est Retrieval Augmented Generation. C'est pour simplifier pour les personnes qui ne sont pas techniques, un moteur de recherche qui vient donner ses réponses, en tout cas ses sources de réponses, à une IA de la famille ChatGPT. Et donc ça va permettre de simplifier le rapport à la documentation et de pouvoir personnaliser les réponses de la documentation aux cas d'usage et aux problématiques qui leur sont exposées par les utilisateurs. Ensuite, on peut avoir aussi tout ce qui est le mouvement actuellement des agents IA. Donc les agents IA, c'est comme les IA que vous avez dans le ChatGPT, sauf qu'elles vont être autonomes dans leur prise de décision. Plutôt que de répondre à une instruction, on va leur donner un objectif global et à partir de ça, les agents vont être capables d'appeler différents outils, d'aller chercher dans différentes sources d'informations pour répondre à des problématiques, notamment ici pour les métiers de support. Donc les avantages, c'est que ça va nous permettre de maîtriser mieux les sources de données, les logs qui sont envoyés, si c'est anonymisé ou non. Ça va nous permettre de diminuer aussi la latence potentiellement sur la qualification des tickets, parce que on dit souvent que le plus dur, c'est pas de trouver les réponses, mais c'est de poser les bonnes questions et de trouver la bonne question. Donc ça peut aussi vraiment aider à simplifier cette partie sur la partie support. Et du coup, ça va mécaniquement aussi réduire le shadow IT côté collaborateur, parce que si sur les directives qu'il a quand il a des problèmes, ça répond rapidement de manière pertinente et ça résout ses problèmes, ça intensifie sa confiance dans les systèmes qui sont mis à sa disposition et du coup, il va pas être tenté d'aller chercher des chemins dérobés pour résoudre ces problématiques. Par contre, ça vient pas sans enjeu et sans défi, sinon ça serait trop simple. C'est quand même des projets qui sont assez complexes à monter, qui vont impliquer potentiellement aussi pas mal de parties prenantes. C'est un sujet inédit pour beaucoup de SI. Il y a peu de SI aujourd'hui en France et même dans le monde qui ont de la maturité sur ces sujets d'IA générative, vu que ça s'est popularisé très récemment. Et ça peut devenir aussi assez technique dans la mise en place de ce genre de projet. C'est rarement on achète une technologie et du jour au lendemain, tous nos problèmes sont résolus. Donc, pour mettre une solution en place par rapport à la problématique qu'on a vue, il faut vraiment se dire que dans un monde idéal, on aurait Maxime qui a un problème. Même dans un monde vraiment idéal, Maxime, il n'a pas de problème. Mais imaginons qu'il a un problème. Il arrive sur un portail IA. Le portail IA l'aide à vérifier, qualifier le problème qu'il a, vérifier qu'il a toutes les informations, lui apporter des solutions. Ces solutions peuvent être auto-validées par Maxime si elles sont simples à mettre en face ou elles peuvent être validées par un agent humain ou un responsable côté DSI. Et dès qu'on a une validation, que ça puisse mettre à jour la documentation pour valider que la documentation fonctionnait bien ou pouvoir, à partir de la validation et de la correction potentiellement de la DSI, pouvoir remodeler la documentation pour la rendre à jour. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on rentre dans un cercle vertueux où en fait, chaque ticket résolu, chaque fois qu'on résout un problème, ça vient enrichir une base de connaissances et du coup, ça rend le système de plus en plus autonome. Il apprend avec le temps. Et du coup, ça va nous amener sur une solution qui va être à plusieurs niveaux. Ça peut être du chatbot interne avec de la base de connaissances à la fois pour la qualification et à la fois pour les réponses. On est sur des chatbots qui sont quand même beaucoup plus agréables à utiliser que la vague des grands chatbots en 2017-2019. On a une expérience qui est beaucoup plus personnalisée, qui est beaucoup plus fluide. Aujourd'hui, les modèles d'IA, ils passent le test de Turing. Donc ça veut dire que à 75%, ça veut dire que dans 75% des cas, les utilisateurs ne savent pas s'ils parlent vraiment à un humain ou s'ils parlent à une IA. Ça peut être avec de la charte IA et de la formation sur la gestion des données, sur les droits d'accès, sur quelles données on a le droit de mettre ou pas dans ces systèmes d'information, comment on anonymise
la donnée avant de la transmettre à des systèmes d'information, quels outils sont sécurisés ou non. Et après, ça peut être aussi de la mise à jour automatique de documentation à partir des données de résolution de tickets, comme je vous en parlais, via des agents IA et via des automatisations. Il faut vraiment imaginer que les agents IA, c'est comme des prestataires qui commenceraient à travailler quand tous les collaborateurs rentrent chez eux et vont dormir. Ce qui va être important à surveiller, par contre, quand on met en place ce genre de solution, ça va être de savoir quel type de modèle IA on veut prendre. Est-ce qu'ils ont besoin d'être on-premise ou est-ce que ça va être dans des clouds privés ou publics qu'on va les déployer? Ça va être comment on l'intègre avec les systèmes d'ITSM, votre système de ticketing, votre système de traçabilité des données, votre système de monitoring, vos logs potentiellement dès que des erreurs sont déclenchées. Et après, de faire en sorte de respecter la réglementation et notamment les RGPD, donc potentiellement anonymiser une grande partie des données qui sont envoyées à ces modèles et de définir et de pouvoir avoir du contrôle aussi sur la durée de rétention des données. N'hésitez pas d'ailleurs si vous avez des questions ou si c'était pas clair que je puisse clarifier. Et donc, au niveau des gains, la gouvernance, voilà, on en a déjà un peu parlé, c'est un peu une synthèse, donc ça peut permettre d'apporter des gains de productivité via l'augmentation de la réactivité du service, réduire les actions humaines vraiment aux actions à forte valeur ajoutée, donc ça c'est le principe de base, et du coup amener une qualité de service accrue sous différents domaines. Donc là on a vu le cas du support, mais ça peut être aussi des mises à jour continues et instantanées des documentations. Voilà, les documentations, c'est le genre de sujet qu'on fait quand on a le temps, et comme on n'a jamais le temps, c'est plutôt un cercle vicieux, et là transformer ça en cercle vertueux, et du coup rendre aussi l'utilisateur de plus en plus autonome grâce à l'outil d'IA qui lui apporte des réponses de plus en plus pertinentes. Et mettre en place aussi une gouvernance pour tout cela, pour éviter le shadow IT, bien contrôler le cycle de vie de la donnée, c'est-à-dire s'assurer que les données qu'on utilise à la base restent propres et non corrompues. Voilà, et mettre en place un certain nombre de pratiques compatibles avec les objectifs qu'on s'est fixés au niveau de l'entreprise. Côté conduite du changement, donc accompagnement au changement, donc il ne s'agit pas forcément de mettre en place des formations trop lourdes, donc c'est plutôt un plan de formation flash assez rapide, avec un certain nombre de bonnes pratiques. L'idée, c'est d'acculturer les utilisateurs à l'utilisation de l'IA générative. Donc ça peut passer par une charte d'usage de l'IA qui est communiquée via les différents vecteurs utilisés par l'entreprise, l'intranet, afficher, rappeler, email ou autre, ce qui fonctionne le mieux au sein de l'entreprise. Et une bonne pratique aussi, c'est de mettre en place des cercles d'ambassadeurs de l'IA dans chaque service. Donc, parce qu'on a, surtout dans les grands comptes, dans les entreprises avec beaucoup de collaborateurs, on a du mal à toucher, à adresser tout le monde. Donc, on s'appuie sur des relais, donc ce qu'on pouvait appeler avant des key users. Mais là, dans le cadre de l'IA, c'est vraiment des ambassadeurs qui peuvent remonter tout ce qu'il faut de façon à ce qu'on optimise, dans le cadre d'un processus d'optimisation continue, les données et les modèles autour de l'IA. Et d'un point de vue plus technique et conformité, l'idée c'est d'avoir des chartes d'utilisation de ces outils, même à destination des personnes qui vont les sécuriser ou les paramétrer pour le reste des collaborateurs, d'avoir aussi une bonne nomenclature et classification des types de données qu'on peut avoir dans l'entreprise et des différents risques qui peuvent être associés en fonction des données pour pouvoir aussi le capter dans les systèmes d'information et d'avoir une vraie politique de blocage de services non approuvés. On a le cas de DeepSeek aussi potentiellement qui est venu encore comme une alternative gratuite où là, c'est utilisé à des fins de réentraînement et potentiellement à des fins de surveillance politique. C'est beaucoup plus opaque avec des outils qui sont pas sur le même continent. Donc ça, c'est des sujets à vraiment prendre en compte. Ce qui peut être aussi intéressant, c'est la mise en place d'une solution IA en interne ou contractuellement sécurisée. Ça permet de limiter vraiment les débordements et de pouvoir
beaucoup mieux les cadrer. Ça permet d'envoyer aussi un message fort aux équipes, comme quoi le sujet n'est pas pris à la légère et vraiment traité avec la DSI et justement avoir une vraie collaboration et des vrais retours qui se mettent en place pour améliorer les choses. Et après, ça va être vraiment de travailler sur le contrôle des mises à jour et des évolutions parce que les modèles changent tous les 6 mois, tous les ans, les usages aussi, leur capacité aussi, leurs limites reculent mois après mois. Et donc, c'est vraiment important de suivre le sujet dans la durée et de pas juste s'inscrire sur un sujet à date et se dire que on est débarrassé pour 3 ou 5 ans. On vous a préparé 5 actions que vous pouvez lancer dès demain ou pour les plus pressés d'entre vous dès cet après-midi. Le premier, ça peut être un audit flash, donc de pouvoir faire des sondages en interne pour comprendre les usages actuels que vous avez chez vos collaborateurs, qui chez vous utilise l'IA, pour quels usages, dans quel contexte. C'est sûr que vous avez plus de collaborateurs que vous le pensez qui utilisent l'IA. C'est sûr que la problématique qu'on a vue avec l'imprimante, elle existe chez vous, même dans des environnements qui sont très sécurisés. Nous, on a vu des choses dont on ne peut pas parler dans des établissements bancaires, où en fait, on se rend compte qu'il y a vraiment souvent une dissonance entre ce que les équipes de direction et les équipes techniques pensent qu'est l'usage de l'IA dans leur entreprise et l'usage réel et comment les gens l'utilisent. Après, ça va être de travailler sur un cas pilote, de pouvoir avoir un premier cas sur lequel vous vous penchez, qui permet de montrer déjà la voie aux équipes qui voudraient implémenter ce genre d'opportunité chez elles, comment ça s'organise et qui pourrait être un peu une démonstration, qui pourrait illustrer aussi les méthodes de déploiement de ce genre de technologie, de la formation express ou formation flash, comme on disait tout à l'heure, de pouvoir former les collaborateurs aux bonnes pratiques des IA. Vraiment, dites-vous, il faut une approche minimum vitale pour pas que ça soit la fête et le bazar dans les données de l'entreprise et qu'on ait des risques qu'on aurait pu éviter assez facilement. C'est un beau réflexe, c'est comme mettre sa ceinture de sécurité en voiture, mais de le faire de manière rapide pour limiter au maximum les risques, de pouvoir travailler sur une charte IA. En plus, si vous avez des outils d'IA pour faire la charte IA, vous allez pouvoir aller assez rapidement dessus et pouvoir communiquer, avoir des indications claires et pratiques pour les collaborateurs pour qu'ils puissent en complément avoir des rappels sur ce qu'ils peuvent faire, pas faire. Attention aux données qu'on introduit dans les outils, attention aux risques que ça peut représenter pour eux, leur service et à l'échelle de l'entreprise. Et après, de rapidement faire des outils de suivi et de mesure pour suivre les initiatives, pouvoir être vraiment dans la boucle d'information au sein de votre entreprise, surtout si vous travaillez dans les départements transformation, innovation et transformation et DSI, pour que ça soit visible par toute l'organisation et que ça passe régulièrement par vous et que vous puissiez un peu être le chef d'orchestre, en tout cas le facilitateur de ces initiatives et pouvoir encadrer celles qui ont des données sensibles qui pourraient avoir pas mal de préjudices pour votre entreprise. Merci, Alex. Merci, Sylvain. Est-ce que vous avez des questions? Il n'y a pas eu de questions depuis le début de la session. Je pense que c'était assez clair. Mais si vous avez encore des interrogations, n'hésitez pas à nous les mentionner dans le chat. Voilà, on vous adressera de toute façon la présentation après la session. Enfin, je vais vous appeler justement pour avoir un peu votre feedback par rapport à ce qui a été dit. Et effectivement, voir avec vous si vous souhaitez aller plus loin à l'occasion d'un rendez-vous avec Alex et Sylvain, ou si vous souhaitez potentiellement recevoir la présentation. Comme l'expliquait Alex, il y a quelques actions, on va dire quick win, qui vous permettent déjà de prendre la température et de définir, pourquoi pas, des prochaines actions pour pouvoir mettre en œuvre l'IA de manière, on va dire, de manière efficace, pertinente, et avoir des usages vraiment, voilà, de manière optimale pour l'entreprise. Merci Alex, merci Sylvain, merci beaucoup pour la présentation. Je ne sais pas si vous avez un mot de la fin de votre côté. Nathalie, je crois qu'il y a 2 questions qui sont en cours. Ah. Il y avait Françoise et... Non, des remerciements. Donc, oui. Plus de merci. Voilà. C'est top.
Ouais, en conclusion, donc oui, on parle beaucoup de l'IA générative, sa puissance, donc c'est rien d'insurmontable, hein, mais il faut bien, voilà, donc on vous a proposé un cadre, une feuille de route, donc bien partir des objectifs aussi de l'entreprise pour bien se concentrer sur l'essentiel et voilà, un peu de méthode, d'organisation, des aspects sécurité et un bon accompagnement et ça se passera bien. Super. Et ben, merci beaucoup, Alex. Merci, Sylvain. Merci à tous pour votre présence. Et puis, on vous souhaite une belle journée. Merci à vous. Merci Au revoir. beaucoup. Merci, bonne journée. Bonne journée. Merci à tous.